Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Karim Wade gracié, l'ex-ministre et fils de l'ancien président du Sénégal, est sorti de sa prison de Dakar après avoir purgé la moitié de sa peine. Il avait été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Nous reviendrons sur le Brexit et quelles sont les conséquences sur le continent au moment où le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Les précisions avec Ben Barnier dans un instant. Et puis suite et fin de notre série dans le delta du Niger et la crise du pétrole au Nigeria. Le transport illégal du brut a augmenté de manière significative. Les autorités doivent faire face au siphonnage des pipelines. Karim Wade est ce soir au Qatar. Il était détenu depuis plus de 3 ans pour enrichissement illicite à Dakar et il a été libéré cette nuit en toute discrétion. Le fils de l'ancien président a purgé la moitié de sa peine et a bénéficié d'une grâce présidentielle. Cette grâce concerne également 2 autres co-accusés, Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé. Les précisions à Dakar de notre correspondante Sarah Sako. C'est au milieu de la nuit que Karim Wade a quitté la prison de Rebus, près du centre-ville. Il s'est d'abord rendu au domicile d'un proche où il a rencontré un dignitaire mouride, l'une des principales confréries musulmanes du pays. Puis il s'est rendu à l'aéroport, a embarqué à bord d'un jet direction le Qatar. Karim Wade a donc été gracié par le président Macky Sall à la veille de la fête de la Korité. Gracié mais pas blanchi. Écoutez les précisions du ministre de la Justice. Karim Meïssa Wade condamné définitivement à 6 ans d'emprisonnement ferme pour enrichissement illicite, ainsi qu'à une amende de 138 milliards, à l'obligation de payer intégralement le montant de ces condamnations. Le PDS, le parti d'Abdoulaye Wade, dont Karim Wade est le candidat aux prochaines présidentielles, ne s'est pas encore exprimé officiellement sur la question. Mais au siège du parti, aujourd'hui, des cadres se disaient satisfaits, même s'ils critiquent les conditions de cette libération. Nous nous réjouissons bien sûr de son élargissement parce que nous pensons qu'il est innocent. Mais le combat continue pour qu'il soit amnistié. Gracier quelqu'un, attendre 1h30 du matin pour le faire sortir, l'amener directement à l'aéroport pour qu'il sorte du pays. Posez-vous des questions. La nouvelle est en tout cas diversement appréciée dans le milieu des partis politiques et de la société civile sénégalaise. Certains mouvements, dont Y en a marre, ont d'ores et déjà critiqué une justice inéquitable au Sénégal. Et à Dakar, cette grâce de Karim Wade a évidemment fait réagir la population. Écoutez. Si on arrive là aujourd'hui pour dire que vraiment on gracie Karim, donc il ne fallait pas le condamner pour le faire gracier 3 ans après. S'il avait fait quelque chose, je pense qu'il ne sera pas libéré. Il y a tant de personnes qui sont en prison, ils n'ont rien fait, ils sont accroupis là-bas pendant des années, sans avoir un petit avocat. Est-ce que c'est pas normal? On doit évaluer l'argent que les gens ont actuellement. Personne ne peut être, tout le monde sera en prison dans le gouvernement. Donc moi je trouve ça carrément normal. Ce qui s'est passé, c'est de la pure politique. Il quitte le Sénégal. Hein? Personne ne l'a pas vu, mais ça c'est pas normal. Karim Wade, il a mangé l'argent du pays. On doit le condamner. Il doit purger sa peine. En République démocratique du Congo, cela fait plus d'1 mois que la polémique enfle sur la tenue de l'élection présidentielle. Souvenez-vous, la Cour constitutionnelle congolaise avait alors annoncé que le président Joseph Kabila pourra rester en fonction si l'élection présidentielle censée se tenir fin novembre n'a pas lieu. En visite ce vendredi à Kalemi, Joseph Kabila a tenté de rassurer et affirme que le processus électoral commencera bien dès juillet. Écoutez-le. Notre pays est un pays dans lequel il y a la démocratie. Et la démocratie veut dire que nous ferons les élections dans notre pays. Préparez-vous pour le processus électoral que nous allons commencer en juillet et qui va continuer jusqu'au jour où nous allons faire les élections. Et au Gabon, c'est la question de l'acte de naissance d'Ali Bongo qui défraie la chronique de la campagne présidentielle d'août prochain. 6 candidats, parmi lesquels Jean Ping et Casimiro Yemba, se sont rendus au siège de la commission électorale. Ils demandent le rejet de la candidature du président sortant. Ils exigent qu'Ali Bongo prouve sa filiation avec Omar Bongo Ondimba. La commission électorale leur a rappelé que son rôle était d'assurer la stricte application de la loi électorale.
Et on part pour le Nigeria avec la suite de notre série dans le delta du Niger, région où le transport illégal du pétrole brut a augmenté de manière significative ces dernières semaines. De véritables organisations criminelles brassent des millions d'euros en vendant et en raffinant du pétrole brut siphonné des pipelines. Nos correspondants se sont rendus dans l'état du Rivers pour comprendre comment se passe la protection de ces installations. Rosie Collier et Moïse Gomis. Cette équipe paramilitaire est à la poursuite de saboteurs de pipeline. La traque est délicate, ils doivent marcher sur des terrains instables. S'il vous plaît, demandez à cet homme de nous prêter une embarcation. Ici, l'eau est sombre. Les renseignements donnés par la population locale se confirment. Ces membres de la défense civile sont sur les traces de contrebandiers. Avec ces recoins, cette mangrove facilite l'acheminement du pétrole brut volé sur les pipelines. Finalement, le groupe paramilitaire découvre une installation clandestine dissimulée derrière la végétation. Nous essayons d'obtenir des renseignements en faisant appel à des indiques. Certains sont natifs d'ici, d'autres travaillent pour les compagnies pétrolières. D'autres encore viennent nous voir et dénoncent les propriétaires suite à un conflit. Tout doit être brûlé pour décourager les voleurs de pétrole, mais ces opérations de destruction ajoutent une couche supplémentaire de pollution à celle provoquée par la dégradation des pipelines. Une situation dénoncée par les communautés locales. Elles subissent les dommages collatéraux car elles vivent à proximité des criques et des installations pétrolières. Les compagnies pétrolières devraient au moins renouveler les pipelines. Ça faciliterait leurs affaires et surtout les communautés les accueillant seraient satisfaites et notre environnement resterait propre. Selon des estimations, l'état du Rivers serait traversé par 3000 pipelines et la plupart de ces conduites de pétrole dateraient des années 60 et 70. Et on en vient à l'actualité qui secoue le monde ce vendredi. Ce mot Brexit, le Royaume-Uni va donc quitter l'Union européenne. 51,9% des Britanniques ont voté pour. Il n'y a pas encore de calendrier, mais David Cameron a annoncé qu'il laisse les négociations de sortie à son successeur. Et cette décision aura des conséquences sur le continent. On en parle avec vous, Ben Barnier. Bonsoir. Sans Salima. Alors c'est surtout au niveau économique que le Brexit va se faire ressentir en Afrique. D'abord, quels sont les pays impactés ? Voilà, il y a tout d'abord, en tout cas, environ 7 pays qui seront les plus concernés. On parle de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, du Ghana, du Botswana, de l'Angola et du Sénégal. Ces pays représentent 80% des exportations britanniques en Afrique subsaharienne. Parmi ces pays, bien sûr, sont d'anciennes colonies britanniques, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. L'une des conséquences immédiates pour l'Afrique du Sud, ça a été la baisse du rang de la monnaie nationale qui a perdu 8% contre le dollar, mais qui a progressé contre la livre sterling. Alors, pour comprendre un petit peu mieux l'impact sur l'économie sud-africaine, on peut maintenant écouter un économiste qui s'appelle Bismarck Wewane, qui est basé en Afrique du Sud. La Grande-Bretagne n'est pas un grand importateur de produits africains. Le Nigeria, par exemple, ne vend pas de pétrole à la Grande-Bretagne. Il ne vend pas non plus de gaz, et seulement une quantité limitée de cacao. Donc en ce qui concerne les exportations, l'impact sera faible sur le Nigeria. En revanche, pour ce qui est des importations, elles seront moins coûteuses. Un autre point très important évidemment à regarder, c'est le montant des aides accordées par la Grande-Bretagne en Afrique. On sait que la Grande-Bretagne s'est engagée à donner environ 0,7% de ce produit national brut en aide. Bien sûr, si ce produit national brut était amené à baisser à cause de ce Brexit, eh bien les aides aussi baisseraient. Et puis enfin, c'est très important, ce sont les accords commerciaux avec ces pays africains qui avaient été négociés avec l'Union européenne. Maintenant, l'Angleterre, le Royaume-Uni va devoir renégocier tous ces traités un par un avec tous ces pays et il utilisera probablement la plateforme du Commonwealth pour renégocier notamment avec l'Afrique du Sud et le Ghana. Merci Ben Barnier pour vos précisions. Et on va terminer ce journal en parlant mode et tendance au Congo. À Pointe-Noire se tient en ce moment la 3e édition du Carrousel de la mode, un événement qui veut dynamiser le secteur sur le continent en mettant en avant les jeunes créateurs. Au menu, défilé de mode et même concours de coiffure. Cette rencontre a été initiée par Pascaline Cabré-Turmel, un ancien mannequin, et elle croit au potentiel de la mode du Congo évidemment et du continent. Cette année particulièrement, ce qui a attiré mon attention, et surtout depuis l'année dernière, j'ai remarqué que ce soit en Europe ou aux États-Unis, de plus en plus de créateurs utilisent des imprimés africains. Pourquoi actuellement ils utilisent des imprimés africains ? La question, ou une des réponses, disons, c'est qu'on a quelque chose à donner. Donc il est peut-être temps que l'Afrique se réveille et qu'il réclame sa place. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Mais restez sur France 24, l'info continue.